Allez, c'est parti. Maud Brejon versus Apolline de Malherbe. On a quand même le droit de se faire plaisir, non? Ou plutôt le droit de souffrir en réalité. Bon, je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais c'est souvent qu'on se fait dans ce live. Hein. On regarde des droitards, on regarde des gens un peu insupportables. Comme ça, on s'énerve, on se fout de leur gueule. Et surtout, on détricote leurs arguments de gros libéraux autoritaires de merde. N'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, c'est au tour de Maud Brejon. En termes de React, on va regarder ça. Donc elle était sur BFM TV, c'était ce matin, il me semble, ouais, c'était ce matin, uploadé il y a 4 heures, face à Apolline de Malherbe. Voilà. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais elle passe son temps à avoir les yeux fermés. Dès que je mets une frame au pif, elle a les yeux fermés. Ah non, pas là. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, elle est invitée en qualité de porte-parole du gouvernement, hein, tout simplement. Non, merci. Elle est juste invitée en tant que porte-parole du gouvernement. Donc comme on n'a pas trop React, on n'a pas trop regardé ce que les macronistes avaient à dire ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la gauche en vérité, de ce qui se passait à gauche, notamment parce que là les cartes sont rebattues par rapport au PS qui censure pas, etc. etc. On a regardé aussi pas mal de trucs d'extrême droite, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas React à du macroniste. Donc qui mieux que Maud Brejon, porte-parole du gouvernement, pour se prêter à l'exercice, n'est-ce pas? 720p, donc c'est parti. Apolline de Malherbe dans le face-à-face sur BFM TV RMC. Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Brejon. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement et la bataille fait rage dans l'hémicycle avec cette bataille du budget jour après jour. Alors je dois vous avouer que la bataille du budget, on a l'impression qu'il parle on est dans le Seigneur des Anneaux quoi. La bataille du gouffre de Helm. Alors qu'au final c'est juste ça vote des amendements tout gaze là en faisant dans un jeu de posture avec le PS pour qu'au final il y ait une chance sur deux que ça finisse quand même censuré cette histoire. Oh bah super hein. Imagine-t-on le Rohan et le Gondor dans la bataille du... Ouais, où est le Gondor? Où est le Gondor hein? Le Gondor appelle à l'aide et la Macronie répond et le PS répondra. La Macronie appelle à l'aide et le PS répondra. C'est un peu ça cette histoire, hein, la bataille du budget, oui hein. Ah c'est pas la bataille des champs de Pélénor. Hein. Voilà. Pour comprendre, jusque tard encore hier soir, parce que ça se joue jusqu'à Sauron minuit. égale Macron. Sauron égale Bernard Arnault. Macron, c'est plus... comment il s'appelle? Denethor. L'intendant de Minas Tirith. Voilà. Est-ce que vous pouvez simplement me dire où on en est? D'abord, c'est quoi la situation là? Rappelez une chose très simple. Il y a 3 semaines, le Premier ministre s'est engagé sur une chose, ne pas utiliser le 49.3. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 3 jours? On voit un hémicycle qui est rempli, avec des débats qui sont techniques, qui sont exigeants, qui sont longs, mais qui sont de bonne qualité. On a parlé du gel du barème, on a parlé de l'impôt sur les sociétés. Sur certains sujets, on arrive à aller vers... Parlez bien de Denethor. Attends, Denethor, c'est bien l'intendant de Minas Tirith. Pourquoi parler bien de Denethor? C'est un des persos les plus détestables de toute la saga, genre. Mais non, pour aller bien de Denethor. Denethor, il a complètement cramé le cerveau à ses 2 fils Boromir et Faramir en préférant... Genre, c'est le pire. Oui, il veut brûler vivant son fils. C'est le pire personnage de tout le Seigneur des Anneaux. Denethor, vous dites du bien de Denethor, pardon. Dites du bien de Adolf Hitler tant qu'on y est. Non mais wesh. Bon allez, bref, oui, du coup, des débats de bonne qualité. On a parlé du gel du barème, on a parlé de l'impôt sur les sociétés. Sur certains sujets, on arrive à aller vers du compromis. Et moi, aujourd'hui, je vois des parlementaires dont les Français peuvent être fiers. Les Français peuvent être fiers de leur représentation nationale. J'ai été marquée dans ma circonscription de l'image qu'on a... Ma circonscription? Alors, c'est quoi la circo de Maud Brejon, déjà? Elle est dans le 78, je crois que ça fait partie de ces nombreuses députées du 7-8. C'est une députée des Yvelines, mais de la partie bourgeoise des Yvelines. De toute façon, c'est que des macronistes dans les Yvelines, à part Benjamin Lucas de Mantes-la-Jolie et Aurélien... c'est Aurélien Rousseau, ouais? Ah non, de Anthony. Non, on n'est pas dans le 78, autant pour moi. Bon, c'est la banlieue de Paris un peu bourge, en tout cas, normalement. C'est les fiefs macronistes, quoi, bref. Je suis donné. En 2022, en 2023, les gens nous disaient l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça doit être difficile? Eh bien, aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui fait son travail, voilà, qui fait son boulot. Travail. Ils se parlent les uns les autres avec parfois des alliances de... Le 78, on souffle fort. J'ai vécu quasiment toute ma vie dans le 78. Moi, je suis un pur produit du 7-8, Bokit Merguez. Donc, je te permettrai pas. Not all Yvelinois. Hein. Parce qu'il y a Versailles et... il y a à la fois Versailles et le Vésinet dans le 78, mais aussi Mantes-la-Jolie. Ville d'histoire dans laquelle Alexandre le Conquérant s'est pris une flèche et après il est mort à Rouen. La collégiale de Mantes-la-Jolie, épargnée par les bombardements des Alliés et des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, véritable monument historique qui préfigure à elle toute seule Notre-Dame de Paris.
Non, non, vous dites pas du mal de mon 78 à moi. Vous dites du mal du 78 de Versaillais. Ouais, ça, ouais. Mais sinon, non, il y a des endroits très bien dans le 7-8. Circonstances un peu baroques, mais concrètement, je me suis même posé la question hier de savoir. Il a marché de Mantes-la-Jolie jusqu'à Rouen, il est mort. Non, il était avec son armée, quoi. Il était avec son armée, après il était jusqu'à Rouen, mais il devait être dans une calèche en faisant ah, oh non, ma blessure s'infecte. Et du coup, il est mort à Rouen. Voilà. Mais il n'a pas été à pied, hein. Je pense qu'il était en. Ouais, voilà. C'est très bien le 78 par rapport au 92 Sud. Beaucoup de respecter le 92 aussi. Non, mais ça dépend. 92, il y a des endroits cool, il y a des endroits de méga bourges, un peu comme le 78. 78, terre de contraste. Bon, bref. Un peu baroque, mais concrètement, je me suis même posé la question hier de savoir, non seulement je ne comprends plus forcément où est-ce qu'on en est, sur quel budget on va atterrir à la fin, mais je me suis même demandé qui était socialiste, si c'était le Parti socialiste ou si c'était vous, les macronistes. Ce ne sera. Alors attends, elle est en train de dire quoi? Il y a deux façons de voir ce qu'elle vient de dire. Soit elle est en mode genre macroniste, PS, même combat, le PS a trahi. Auquel cas on était en mode genre oh, camarade Apolline. Ou alors elle est en train de dire eh, macroniste, en fait vous êtes des socialopes là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu les taux de prélèvement obligatoires? C'est encore Nicolas qui paye. Ni un budget socialiste. Elle est vraiment jolie, Mantes-la-Jolie. Alors, il semblerait que le nom de cette ville, c'était Henri IV, il est à Mantes-la-Jolie, et ça s'appelait juste Mantes à l'époque, il avait une maîtresse là-bas ou je sais pas quoi, il disait « Oh, je vais à la Mantes pour voir ma jolie ». Et du coup, c'est devenu Mantes-la-Jolie, mais c'est un peu une légende urbaine en fait. Voilà. Bon, on peut arrêter de parler du 7-8 et on parle juste de Maud Brejon plutôt? C'était vous, les macronistes. Ce ne sera ni un budget socialiste, ni un budget macroniste, ni un budget les républicains. Tout le monde voit à l'Assemblée nationale. Mais jusqu'où vous allez aller, Maud Brejon, dans le reniement du macronisme? Si c'était C'est qui fait l'interview là? On est chez c'est le parti milléiste de France, quoi. France, pays de socialistes. Ils sont tous socialistes. Macron, c'est un socialiste. Regardez, c'est des socialistes, on paye des impôts, non? Bah, c'est des socialistes. Oh, le ton de la question, quoi. Alors après, elle a un peu raison au sens où, effectivement, quand tu regardes ce que c'était que la Macronie, qui n'a jamais lâché un millimètre sur leur politique budgétaire et fiscale au service des ultra-riches et du marché, c'est vrai que pour la Macronie, c'est assez nouveau de les voir lâcher un tout petit peu de lest, même s'ils lâchent que dalle. Ils lâchent des miettes, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un petit peu nouveau. Mais ça s'explique par une raison toute simple, c'est qu'ils ils sont dans une position de faiblesse. Là, c'est abusé, quoi. Je veux dire, s'il y a dissolution, il y en a beaucoup qui vont perdre leur siège. Du coup, ils sont prêts à lâcher quelques miettes que jusque-là, ils refusaient absolument de lâcher, parce qu'ils sont dans une position de faiblesse, quoi. Voilà, tout simplement. Mais du coup, là, c'est dit d'une manière en mode genre alors, Maud Brejon, là, la grosse socialiste de merde, là, ça va de taxer les riches? On est où, là? On se croirait chez les bolcheviks, ici! C'est marrant, parce que c'est Apolline de Malherbe qui... Enfin, la séquence est drôle, quoi. Socialiste, il y aurait dedans la taxe Zuckman. Si c'était un budget macroniste, on n'aurait pas mis la suspension de la réforme des retraites. Mais les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, est extrêmement fragmentée, à l'image du pays, d'ailleurs. Et donc, ça nécessite que chacun défende ses positions. Et c'est bien légitime, c'est ce que font notamment les députés du groupe auquel j'appartenais, Ensemble pour la République. Et puis ensuite, d'être en capacité de faire ce bout de chemin pour éviter que le pays soit bloqué. Alors, vous avez mentionné la taxe Zuckman, vous avez mentionné la question du gel du barème, de l'impôt sur les sociétés. J'avais pas reconnu le président du MENEF, il ressemble à ouf à Apolline de Malherbe. Et oui. Elle est plus à EPR. Si, elle est encore EPR, mais elle est plus députée. Parce qu'elle a été élue députée, mais maintenant elle est porte-parole du gouvernement, et donc du coup, tu peux pas être députée et au gouvernement en même temps. Donc j'imagine que c'est son suppléant qui maintenant est député à sa place. C'est pour ça qu'elle a parlé du groupe EPR. EPR, c'est juste le groupe parlementaire macroniste, qui s'appelle Ensemble pour la République. Le parti s'appelle toujours Renaissance, elle est toujours à Renaissance. Voilà. On va quand même rentrer dans le dur. Cette taxe Zuckman, vous dites, si c'était un budget socialiste, il y aurait la taxe Zuckman. Concrètement, vous allez quand même l'analyser, sans doute mercredi ou au plus tard vendredi, vous allez en débattre. Ça s'appelle l'Assemblée nationale, en fait. S'ils votent contre, ils ont le droit d'en débattre. Je comprends pas où elle veut en venir. Au moment où on se parle, vous ne pouvez pas dire il n'y aura pas de taxe Zuckman dans ce budget. Non, mais elle peut dire nous ne voterons pas la taxe Zuckman telle que proposée par Gabriel Zuckman et le NFP il y a quelques mois. Oui, effectivement, elle sait pas exactement qui va voter ou pas la taxe Zuckman, mais si les macronistes la votent pas et le RN la vote pas, bon bah déjà il y aura pas de taxe Zuckman. Et guess what, Apolline de Malherbe, les macronistes ont dit on votera pas la taxe Zuckman et le RN a dit on votera pas la taxe Zuckman parce qu'il faut comprendre nos pauvres milliardaires ont besoin d'être chouchoutés pour investir en France, n'est-ce pas? Donc je préférais quand elle l'a traité de socialiste, c'était plus marrant. Là la question est toute nulle. Le gouvernement est opposé. Moi je pourrais faire la réponse à la place de Maud Brejon. Je lui dirais
Évidemment que nous allons discuter de la taxe Zuckman. Ça s'appelle le parlementarisme. Ça s'appelle le débat budgétaire dans le cadre de l'Assemblée nationale, maison du peuple, et ça s'appelle la République, Madame de Malherbe. Ceci étant dit, en tant que porte-parole du gouvernement, je peux dire que le groupe EPR à l'Assemblée nationale ainsi que les macronistes de manière générale ne voteront pas pour la taxe Zuckman car ce serait un frein à la création d'emplois en France. Voilà. Et restera opposé à la taxe Zuckman. Et on ne l'est pas par dogmatisme, on ne l'est pas par volonté de blocage. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'emploi, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'innovation, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les entreprises. On doit préserver l'emploi, on doit préserver ce qui marche en France. Pour autant, on est évidemment ouvert à discuter d'une meilleure répartition de l'effort devant l'impôt, et c'est ce que propose ce budget sur la taxe, ce qu'on appelle le sur-IS, le surimpôt sur les sociétés, qui touche 440... Vous avez fait adopter hier soir. Qui touche 440 grandes entreprises. On est prêt à... Elle déroule ces putains d'éléments de langage. Bah ouais, oui. Bah, c'est la porte-parole du gouvernement. Hein. Là, si vous voulez pas avoir d'éléments de langage, ne regardez pas de porte-parole du gouvernement. Alors là, elle est littéralement là pour dérouler ces éléments de langage. Hein. Là, c'est pas... Je sais même pas ce qu'elle pense au fond d'elle, hein, Maud Brejon. Hein. Ça se trouve, elle est en mode genre, putain, là, gouvernement de socialistes, j'en ai marre, je vais me barrer chez Édouard Philippe si ça continue. C'est pas impossible, hein, parce qu'elle, elle est très anti-réforme de retraite, elle est très libérale, Maud Brejon, de base, quoi. Jusque là, voilà, elle sort les éléments de langage du gouvernement et des macronistes, quoi. Évidemment. Donc oui, hein, je vais pas réexpliquer. Oh là là, on s'attaque aux milliardaires avec la taxe Zuckman alors qu'on s'attaque à la création d'emplois. Non, c'est pour gommer la régressivité de l'imposition face aux revenus, qui est une anomalie permise par l'optimisation fiscale. Voilà. Demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés. On parle de plus de 500 000 euros par an. On va y venir, mais Maud Brejon, Apolline de Malherbe, vous dites qu'il n'y aura pas de taxe Zuckman, on y est opposé. Je voudrais quand même... Elle est très claire, nous sommes opposés à la taxe Zuckman et on verra ce qui se passe dans l'hémicycle. Mais je remarque qu'en commission des finances, la semaine dernière, elle a été rejetée par une majorité de députés. Oui. Donc, vous n'imaginez pas à ce stade que la taxe Zuckman puisse trouver une majorité d'ici la fin de semaine pour être adoptée? Je n'ai pas de boule de cristal, mais la position du gouvernement, elle est constante, elle est claire. Il y a 3 semaines déjà chez vos confrères. Mais pourquoi on perd 1 minute 30 sur 18 minutes d'interview à dire sur ça? C'est inintéressant au possible. C'est quoi ces questions d'Apolline de Malherbe? Apolline de Malherbe, elle veut mettre le nez de Maud Brejon dans ses incohérences et leur dire alors, ça te dit que vous voulez pas la taxe Zuckman, mais quand même, elle va être votée. Bah oui, elle va être votée. On peut voter tout n'importe quoi. Si LFI fait un amendement pour dire oh là là, il faudrait exproprier Bernard Arnault, bah il sera voté et rejeté l'amendement, mais ça s'appelle l'Assemblée nationale. Alors là, vraiment, ça ne parle pour rien dire. Hein. Frère du Parisien, Sébastien Lecornu, l'avait dit de façon extrêmement claire et donc notre position n'a pas varié. Alors vous l'avez vu, les socialistes commencent à parler déjà d'une taxe Zuckman là, ça devient plus aménagée intéressant. où au lieu d'avoir une barre à 100 millions d'euros de patrimoine, on baisse cette barre à 10 millions où on taxerait donc des patrimoines un peu moins élevés et ça toucherait plus de monde mais ça rapporterait un peu moins. Est-ce que cette version-là, qu'on appelle en quelque sorte Zuckman Light ou Zuckman 2, pourrait effectivement Là, c'est pas Zuckman Light, c'est carrément Zuckman 0. Vous l'avez, comme le Coca Light et le Coca 0. Ah, vous dites que c'est Zuckman Light, mais il n'y a même pas d'aspartame là-dedans, il n'y a rien. Pardon. C'est ta blague, tes 12 livres? Tu l'as déjà fait? Mettez pas MDR dans le chat, elle est nulle à chier cette blague, j'arrête. Désolé, du coup, c'est ta blague, tes 12. Bref, oui, encore une fois, on vient d'en parler avec le réac de Gabriel Zuckman. D'ailleurs, si vous regardez la VOD YouTube, il y a une autre VOD où on parle de la taxe Zuckman Light. Allez la regarder, abonnez-vous. Voilà, je vais pas refaire tout le résumé, mais oui, à partir du moment où tu enlèves les biens professionnels, les entreprises familiales, les machins bidules, une taxe Zuckman, ce n'est plus une taxe Zuckman. Ça permet toute l'optimisation fiscale du monde, et donc du coup, ça sert à que dalle. à vos On faveurs. va faire Zuckman vanille ou cerise. Zuckman vanille, c'est horrible, hein. Ça a le goût de médicament, et Zuckman cerise, ça a le goût du Dr Pepper. En fait, entendez-moi bien, tout ce qui toucherait demain à l'appareil productif, à l'emploi et à l'innovation, le gouvernement y sera opposé parce qu'encore une fois, ça affaiblit ce que sont aujourd'hui les grands atouts français, ce qui permet au pays de produire de la richesse, ce qui permet au pays d'avoir des emplois de bonne qualité, bien rémunérés, et donc ce qui permet aux gens de vivre... Ah, les emplois de qualité bien rémunérés. Hein. Macron, c'est quand même la personne qui a permis l'installation de Uber en France, avant même son arrivée en tant que président. Il a vraiment fait du lobbying pour Uber, ces trucs ont été documentés à l'époque et tout, sachant que Uber, c'est la destruction du droit du travail, c'est des travaux de très... Enfin, c'est des conditions de travail de très basse qualité, par définition. C'est le principe de l'uberisation, quoi.
Donc ils sont en mode genre non, grâce à notre truc, grâce à nos mesures, et bah maintenant on a du travail de qualité en France car les investisseurs reviennent. Au contraire, le seul travail, les seuls emplois qu'ils ont pu créer relativement massivement, les macronistes, pour faire baisser les chiffres du chômage, qui effectivement ont un tout petit peu baissé, mais par pas mal de douilles, c'est l'apprentissage. Il n'y a aucune cotisation sociale payée chez les apprentis ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la manœuvre à très très bas prix pour le patronat, que le patronat prend et jette à la fin de leur apprentissage pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Et des gens uberisés, quoi. Alors là-dessus, ils en ont créé des gens uberisés qui n'ont pas de CDI et des gens d'apprentissage. Là, ils ont créé de l'emploi, c'est vrai, ils ont créé de l'emploi. Mais c'est pas des CDI, c'est pas des emplois de qualité industrielle parce que les investisseurs reviennent. Donc le discours de Maud Brejon, là, je sais qu'elle ne fait que répéter les éléments de langage du gouvernement, mais c'est vraiment complètement con et complètement faux, quoi. Voilà. Au mieux. C'est pour ça que nous y sommes opposés. Et vous pouvez l'appeler Zuckman Light. À partir du moment où ça touche à l'appareil productif, aux usines, aux grandes startups qui créent de l'innovation, nous serons contre. Et ensuite, le droit d'amendement est constitutionnel. Les députés pourront amender et l'Assemblée nationale se prononcera. Ah, mais voir les macronistes, par contre, se présenter comme des grands parlementaires, le droit d'amendement est constitutionnel. Quand tu vois ce que ça a été la Macronie et la manière dont, dès 2022, ils ont commencé à se torcher le fiac tous les jours avec la démocratie représentative, avec l'Assemblée nationale, et qu'ils font tout pour passer en force et contourner les débats et tout. Et là, ils se présentent comme des grands parlementaires. Quand même, c'est un peu rageant. Hein. C'est un peu rageant. Hein. Mais bon. Et là, quand tu lis entre les lignes, elle a dit tant qu'on ne touche pas aux professionnels et au concret, là, aux appareils productifs, moi ça me dérange pas. Donc c'est une façon de dire que la taxe Zuckman Light qui vont passer avec le PS, probablement, ça sera ok, on fait ça, mais il n'y a pas les biens professionnels. Et du coup, ça sera comme un espèce de rétablissement de l'ISF un peu guesse qui va rapporter 2 milliards et qui va pas s'attaquer au cœur du problème. Parce que les 2 milliards, ça va plus les chercher chez des petits millionnaires que chez les ultra méga milliardaires. Vous voyez ? Je pense que c'est ça qui va se passer. Parce que là, quand tu écoutes ces éléments de langage, effectivement, alors une taxe Zuckman Light dont les biens professionnels seraient exclus, ils sont pas forcément contre parce que c'est pas l'appareil productif si c'est pas les biens professionnels. Vous voyez ? Et donc, c'est possible qu'ils achètent le PS à bas prix. Comme ça, le PS pourra dire victoire. Bon, c'est pas la taxe Zuckman, mais c'est pas mal non plus, lol. Alors qu'en vérité, ça serait juste un genre de retour de l'ISF. Donc, ce serait un retour de la situation de 2017. Il y a déjà François Hollande qui était passé par là. C'était déjà de la merde, hein, la politique fiscale et budgétaire de la France. Hein. Bon, ok. Mais moi, je pense que ça va se goupiller comme ça. Mais Zuckman 1 ou Zuckman aménagé, c'est non. Tout ce qui touche à l'appareil productif, nous y serons opposés. Et voilà, donc ça, c'est une façon de dire. On vient de voir le truc de Zuckman Light, justement, le truc qui le rend plus light, c'est que ça ne touche pas à l'appareil productif, ça ne touche pas aux biens professionnels, ça ne touche pas aux holdings et aux entreprises, c'est uniquement sur le patrimoine, par exemple, immobilier, ce genre de choses. Donc elle n'y est pas, de fait, opposée. Franchement, trop nul le PS, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, au lieu de faire du branding en mode c'est la taxe Zuckman Light, il devrait dire c'est pas la taxe Zuckman, mais grâce à nous, on a rétabli l'ISF. Ça serait plus vendeur. De dire on a rétabli l'ISF, qu'est-ce qu'ils ont fait les insoumis à part gueuler, ils ont rien fait, nous on a rétabli l'ISF. Parce que quand tu regardes ce que c'était que l'ISF, les macronistes l'ont beau l'avoir supprimé, ça correspond à peu près à ce que dit Maud Brejon, ça ne correspond pas réellement à l'appareil productif, entre guillemets. Mais le PS continue de baisser leur froc. Bah ouais, voilà, ils ont l'air de s'être mis d'accord avec la Macronie pour ça en tout cas. Vous avez sans doute entendu Olivier Faure, Maud Brejon, qui lançait un ultimatum ici même vendredi. Il disait si rien n'a bougé avant lundi, on censurera. On est mardi. Est-ce que quelque chose a changé ? D'abord, je crois que personne n'est en position de lancer des ultimatums. Bah si, le PS est en position de lancer un ultimatum, parce qu'ils vous ont sauvé le cul. S'ils avaient censuré, tu ne serais même plus porte-parole du gouvernement et tu ne serais pas sur ce plateau à l'heure actuelle, 8h34 sur BFM TV, le 28 octobre 2025, Madame Brejon. Donc ils sont totalement en position de lancer des ultimatums. Si le PS décide de censurer, le gouvernement tombe. Vous êtes mis entre les mains du PS, les macronistes. Après, ça va, il y a pire pour un macroniste et dans les mains du PS, et il y a pire pour un PS que d'avoir sauvé la Macronie en réalité. Hein. C'est un peu l'amour fou entre les deux, je trouve. Les meilleurs ennemis. Mais oui, voilà, serait de retour à Antony, exactement. Ah bah non, même plus, si. Bah non, elle serait même plus députée. Elle serait de retour à Antony, elle serait au chômage, quoi. Au regard de ce qu'est l'Assemblée nationale, ni les socialistes, ni nous. Personne aujourd'hui n'a le luxe de l'hégémonie et ne peut prétendre imposer son programme. Donc c'est du bluff. Imposer sa vision à l'autre. Non, je ne dis pas ça. Vous lui demanderez, vous l'inviterez ici. Mais enfin, en tout cas, vous dites, vous répondra. C'est au minimum un ultimatum de papier. J'entends des Français qui nous demandent de nous entendre, pas de nous envoyer des lignes rouges et des menaces de censure à la figure. Et je pense qu'on PS, LR, ils sont ensemble. Alors pour le coup, s'il y a un truc qui fait que ce budget à la fin il risque de pas être voté et d'être un peu satisfaisant. Moi je pense qu'il y a vraiment ce truc où si le PS est satisfaisant si le budget est satisfaisant pour le PS,
et que le PS se dit oh, le budget est satisfaisant, en vrai, on l'a bien amendé, là, il commence à être un peu de gauche, non? Non, non, pour nous, si. Allez, on vote. Je pense que si ça arrive, que le PS finit par voter le budget parce qu'il considère qu'ils l'ont amendé suffisamment, bah LR sera en mode c'est quoi ce budget de socialope là? Ça va pas là? On avait dit on taxait pas là, ça fait que taxer là. On avait dit on cassait les services publics. Donc il y a moyen que si le PS vote le budget, pour le coup, LR ne le vote pas. Vous voyez? Donc pour le coup, PS égale LR, dans le cadre de ces discussions budgétaires précisément, il y a moyen que ça soit justement ça qui bloque côté gouvernement, ce qui fait qu'après, ils devront passer par ordonnance ou je ne sais quoi, et risquer peut-être éventuellement une censure sinon. Je ne sais pas. Mais pour le coup, là-dessus, voilà, quand le PS dit « Ah, une avancée pour nous, la gauche, ouais !» LR, ils sont en mode « Putain, c'est quoi ce budget de connard ?» Donc, je sais pas. On verra là-dessus. Mais c'est aussi à ce niveau-là que ça se peut jouer le non-vote du budget à la fin. Il passe pas par 49.3. Si le budget n'est pas voté, ils peuvent quand même, avec je sais pas quoi, s'ils se font pas censurer, le passer par ordonnance au bout de 70 jours, je sais plus quoi. Mais voilà. La situation va peut-être se présenter. Et là, du coup, les différences de volonté d'amender le budget entre LR et le PS, ça risque de jouer dans la balance. Voilà. CF Gérard Larcher? J'ai pas suivi ça. J'ai juste suivi Gérard Larcher qui engueule un pauvre député qui a rien demandé et qui disait juste le mélange de genre entre ministre de la Justice et la visite de Nicolas Sarkozy en prison. Moi, je trouve ça un peu antidémocratique, monsieur le garde des Sceaux. Il s'est fait embrouiller salement par Gérard Larcher. À part ça, j'ai rien vu. On peut pas négocier. Voilà, c'est ça. En commission, il n'y a ni le PS ni LR qui ont voté le budget, seulement les 3 macronistes ennemis. Exact. Et je crois que même Horizon n'a pas voté le budget, si je dis pas de bêtises, en commission. Et c'est juste le volet recettes. Hein. Le volet dépenses, la question, ça va être alors, à quel point on casse les services publics? Ça va. Et bon, voilà, le PS et LR seront pas tout à fait sur la même ligne, hein, même si le PS c'est de l'enfumage et tout ça. Hein, je dis pas ça pour sucer le PS. Et pareil, sur les débats sur la sécurité sociale, le remboursement des soins, ça va être compliqué de joindre les deux bouts entre le PS et LR. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça. À voir comment ça va se passer, mais affaire à suivre. Hein. Balançant des lignes rouges et des menaces de censure. Pour autant, je vois des dialogues avec les socialistes qui arrivent à être constructifs sur un certain nombre de sujets. Vous parliez de l'impôt sur les entreprises qui a été voté hier. Ça a été voté parce que ça a été le fruit d'un compromis trouvé entre le gouvernement et le Parti socialiste. Dialogue ou deal? Dialogue. En regardant... Il n'y a pas de deal caché. Il n'y a pas de deal caché, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas de loup. Il y a un cadre qui est clair. Moi, je suis un peu d'accord. Hein. Pour moi, il n'y a pas de deal caché et de loup. Hein. On voit très bien ce qui se passe. Le PS a décidé de sauver la Macronie. Là, ils essayent de trouver un point d'atterrissage. Ils essayent de faire atterrir le budget. C'est ça qui avait été dit. Donc, est-ce qu'il y a des macronistes qui discutent avec des PS hors du cadre des discussions à l'intérieur de l'Assemblée? Oui. Oui, je pense qu'il y en a. Mais ça veut pas dire qu'il y a un deal secret, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est juste qu'on voit très bien ce qui se passe. Oui, effectivement. Voilà. Pour leur intérêt mutuel, le PS et la Macronie, ils aimeraient éventuellement faire atterrir le budget et éviter la censure. Parce que le PS a peur de perdre des sièges, d'ailleurs, et la Macronie a aussi peur de perdre des sièges. On le voit, ça. C'est pas un deal secret, hein, c'est un deal pas secret. Il y a un deal, mais pas secret. Mais il y a un peu un deal, quoi. Il y a un deal qui est pas bien défini, mais en tout cas, voilà. Un budget qui a un point de départ, qui s'appuie sur 2/3 de réduction des dépenses. Bof, on sera sur faire trinquer les pauvres versus faire trinquer les pauvres version pas assumée. Oui, non mais je suis d'accord, hein, dans tous les cas, les victoires que pourront aller chercher le PS, ça sera tellement insuffisant que c'est du foutage de gueule et que moi je refuse ça, c'est de la faute politique pour moi de se contenter de ça. Je suis bien d'accord avec ça. Mais je veux dire, LR, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Hein. LR, la version faire trinquer les pauvres, version pas assumée, ça sera déjà trop gauchiste pour eux. Voilà. 1/3 d'efforts demandés aux Français, et notamment aux Français les plus fortunés. Il y a l'engagement de ne pas utiliser le 49.3 et de permettre un débat sur la réforme des retraites dans l'hémicycle. Mais on est bien d'accord comment... Ah non, c'était suspension de la réforme des retraites. C'était pas permettre d'avoir un débat sur la réforme des retraites. Il y a déjà eu un débat sur la réforme des retraites. Il y a eu le conclave sur les retraites du gouvernement Bayrou déjà cet été. Non, c'est pas ça le deal. Hein. Il y a un deal, mais c'est pas ça. Hein. Au moment où on se parle, à partir du moment où en effet l'outil du 49.3 est un outil auquel vous avez renoncé, vous n'êtes pas en mesure de nous dire que absolument, totalement, il n'y aura pas de taxe Zucman dans ce budget. Nous n'avons pas 350 députés dans l'hémicycle. Arrête avec la taxe Zucman, Apolline de Malherbe. Oh là là. Taxe Zucman light, peut-on l'appeler comme ça? Vous voulez nous le dire avec certitude que ce ne sera pas dans le budget, cette taxe sur les riches? Moi, j'ai plein d'amis milliardaires qui se posent la question, en fait. Oh là là. Donc ça je ne peut peux complètement pas, vous je ne échapper. peux pas me comporter devant vous comme si nous avions une majorité absolue. Les Français n'ont pas voté pour ça. Moi, je suis là pour vous donner la position que vous du gouvernement. Accepterez de rester porte-parole d'un gouvernement? Est-ce que Sébastien Lecornu lui-même acceptera de rester Premier ministre d'un gouvernement qui devra faire appliquer un budget qui serait
aussi éloigné de vos convictions? Vous savez, je ne peux pas vous dire, on ne va pas utiliser le 49.3. Que je comprends pas. Aussi éloigné de vos convictions. Mais elle veut que ça soit qui vote le budget à la fin? C'est en mode genre, les macronistes, le budget sera trop dénaturé, vous n'allez pas pouvoir voter ça. Alors que le budget est fait sur la base de discussions, justement, entre le PS et la Macronie. C'est complètement con. Du coup, ça veut dire, si la Macronie décide de ne pas voter le budget, elle se retire parce que le budget est trop gauchiste. Mais ils avaient qu'à pas voter les amendements qui ont amené à ce budget gauchiste. Enfin, c'est vraiment, c'est con ce qu'elle dit. Elle cherche des réponses faciles de dire, vas-y, Maud Brejon, dis-le que tu vas trahir Macron parce que t'es une vraie femme de droite, toi. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Le budget la copie finale du budget, ça sera basé sur les amendements. Si aucun amendement n'est passé, de gauche n'est passé, c'est parce que les macronistes, ils n'ont pas voulu les voter, les amendements. S'il y a des amendements de gauche, entre guillemets, qui sont passés, c'est qu'ils ont bien voulu les voter, les amendements, les macronistes. Donc quoi qu'il en soit, logiquement, ils seront chauds pour voter le budget à la fin. La question, c'est plutôt, est-ce que le PS va le voter? Est-ce que le PS va le voter en mode non, c'est pas assez de gauche, on censure quand même, il faut qu'on garde la face et faire semblant d'être de gauche, vous voyez? Je sais pas, c'est plus ça la question, mais la Macronie, oui, elle va pas se désolidariser d'un budget alors que c'est le gouvernement. C'est la mission de Sébastien Lecornu de faire passer un budget face à la gravité des événements, y compris en faisant des compromis et en étant en rupture avec les méthodes habituelles du macronisme. C'est ce qu'il répète depuis 15 000 plombes. Donc Maud Brejon, porte-parole du gouvernement, va pas dire « Ce budget c'est de la merde, moi j'y crois pas, allez ça dégage ». Non mais genre je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle cherche, Apolline de Malherbe. Très mauvaise interview je trouve pour l'instant. L'Assemblée est souveraine. C'est pas intéressant à analyser, ça tourne en rond là. Oui, l'Assemblée est souveraine, oui, ok. Respecte le vote des Français qui a eu lieu en juin 2024 et en même temps arriver devant vous avec une forme de mépris sur les votes qui seraient issus de la représentation nationale. Ce que je vous dis, c'est que nous, on va se battre pour défendre nos positions en étant toujours dans c'est ce qu'on disait, si c'est trop de gauche, par contre, c'est LR qui risque de censurer. Ou pas forcément censurer, mais de pas voter le budget. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il a décidé de ne pas censurer le gouvernement sans voter le budget et sans 49.3, totalement inédit dans l'histoire de la Ve République, mais logiquement ça devrait passer par ordonnance sur une version du budget qui peut être celle choisie par le gouvernement, auquel cas le PS n'aura servi strictement à rien, à part faire effectivement passer un budget par ordonnance mais pas par 49.3 qui ne leur convient pas. Et donc c'est pour ça en fait, s'il n'y a pas de censure et que le budget n'est pas voté, je vois mal comment il peut ne pas y avoir de censure, parce que le PS du coup tout son plan tombe à l'eau, et donc du coup logiquement ils sont censés censurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair, mais là on est sur des situations, c'est un peu compliqué quoi. Mais voilà, au moment de voter le budget, normalement s'il n'y a pas de vote qui passe, d'où l'importance du 49.3 illimité sur les textes budgétaires, je vous le rappelle, parce que c'est très important de faire passer un budget pour la Ve République. S'il n'y a pas de 49.3 et que le budget n'est pas voté, a priori, il va être passé de force d'une autre manière, auquel cas le PS sera obligé de censurer quoi. Ou alors ils vont voter le budget, dès le début, en disant « il est pas parfait, mais c'est mieux que rien ». Je sais pas. Non mais ça censurera avant les ordonnances, on aura juste perdu 2 mois. Moi je pense que ça peut partir comme ça. C'est vraiment un des scénarios. Enfin, de toute façon, moi quand je réfléchis, les seuls scénarios vraiment possibles, c'est soit le PS vote le budget, pour de vrai, vote tous les volets du budget en disant c'est pas terrible mais on vote le budget, LR dit c'est pas terrible mais on vote le budget, la Macronie dit c'est pas terrible mais regardez, Sébastien Lecornu a réussi, on vote le budget, et auquel cas le budget passe, et puis hop là, on passe à la suite. Mais si c'est pas ça qui se passe, peu importe les différents scénarios possibles, pour moi ils mènent tous à une censure. Tous à une censure. Le PS va pas pouvoir ne pas voter le budget et ne pas censurer derrière. C'est ça que je voulais dire. Voilà. De dialogue et de construction avec les parlementaires qui le veulent, et on les connaît. Je peux vous dire aujourd'hui qui veut que... Je sais pas pourquoi tu réactes du BFM, c'est affligeant, parce qu'on rigole bien quand même. C'est une bonne occasion de faire des blagues. Moi, c'est pour ça que j'aime bien React, à des trucs un peu insupportables aussi. Ça marche. Parce que React a un truc où tout est déjà... où tous les gens sont ultra basés dedans, que j'ai rien à faire à part dire « Ah ouais, je suis bien d'accord. Il a trop raison. Vous avez vu? Ouais, il dit les termes. Hein. C'est pas... Bon, moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère React à des gens énervants et qui disent de la merde. Comme ça, je peux m'énerver, faire des blagues et détricoter leurs arguments. C'est plus intéressant. Et qui refusent le dialogue. Ceux qui veulent que ça marche, en tout cas qui ont accepté de rentrer dans le débat, ont refusé la censure il y a 10 jours. Et donc c'est avec eux qu'on doit pouvoir construire aujourd'hui. Le bloc commun? Il existe encore ce bloc commun? C'est qui le bloc commun? Il y a aujourd'hui une... C'est Socle commun. Elle est mal réveillée, Apolline de Malherbe. Elle fait une très très mauvaise performance pour une femme de son acabit. Une grande journaliste comme ça. D'habitude, c'est vraiment... c'est la reine des plateaux télé. C'est la reine des matinales, Apolline de Malherbe. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Moi, j'aime pas du tout le métier qu'elle fait, donc je l'apprécie pas. Mais je veux dire, d'habitude, voilà, quoi. C'est la star de BFM TV.
Là, je pense qu'elle était mal réveillée. Elle a dit bloc commun au lieu de dire socle commun, ce qui pour elle est un manque de professionnalisme. Non, mais tu suis trop fort, c'est pour la blague, c'est pour la blague. Je me mets dans le contexte de BFM TV, quoi. Mais là, un petit manque de professionnalisme sur dire bloc commun au lieu de socle commun. Et je trouve qu'elle a posé un peu 2-3 fois les mêmes questions, alors que c'était pas vraiment intéressant, face à une interlocutrice qui n'allait pas rentrer dans son jeu. Vous voyez? Je pense que là, après cette interview, elle va se dire pas ma meilleure perf, cette fois-ci. Voilà. Majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale qui privilégie le débat au désordre. Et les socialistes en font partie, les républicains en font partie, Renaissance en fait partie, Horizon, le Modem en font partie. Et c'est à partir de ça qu'on doit travailler. Mais vous savez, personne ne demande à l'autre... Attends, c'est la fameuse plateforme de stabilité dont parlait Sébastien Lecornu. Il est en mode genre, non mais socle commun c'est fini, maintenant on est une plateforme de stabilité, ok? Maud Brejon, porte-parole du gouvernement. C'était le moment, il fallait parler de la plateforme de stabilité. Le pauvre Sébastien Lecornu, il trouve son nom tout gaze là. Tout le monde s'en bat les couilles, personne ne le récupère. Madame la porte-parole du gouvernement aurait pu faire un petit SO à son Premier ministre en disant c'est la fameuse plateforme de stabilité, telle que décrite par Sébastien Lecornu. Nous sommes des gens sérieux, nous nous tenons à nos engagements. Nous le faisons pour la France et pour la stabilité, pour pas se faire mettre sous tutelle par le FMI. Comme l'a dit notre Premier ministre, si vous nous écoutiez un petit peu plus, Madame de Malherbe, vous verriez que nos positions ne sont que cohérence. Elle aurait pu dire ça. À la place, elle dit non, alors c'est pas vraiment de la non-censure, mais c'est sort plateforme de stabilité là. C'était l'occasion, non? Non, je ferais un bon macroniste, hein, en réalité. Je ferais pas un bon macroniste? J'irais au plateau télé là, je serais bac plus 12 en langue de bois et en mauvaise foi pour défendre les incohérences de mon prédécesseur. Je serais bon, hein. De changer complètement. Moi, je suis plutôt de la droite, je ne vais pas devenir socialiste demain. De même que je ne demande pas à Olivier Faure de prendre sa carte à Renaissance ou chez les Républicains. Mais on doit... Olivier Faure, s'il prenait sa carte à Renaissance, ça serait un grand moment de clarification que moi j'aimerais bien voir advenir personnellement, hein. Encore une fois, parce qu'on n'a pas le choix, arriver à discuter. Vous avez dit, Maud Brejon, personne n'est en mesure de lancer un ultimatum et on ne va pas avancer à coup de je te censure pas. Philippe Brun, qui est aujourd'hui le vice-président de la commission des finances de l'Assemblée et qui est le pilier du Parti socialiste sur les questions budgétaires, me disait hier sur... s'il y a un gars que je peux pas blairer au PS, c'est bien Philippe Brun. C'est le plus insupportable. Parce qu'après, un mec comme Hollande, c'est un ancien président, c'est pas juste un mec du PS. Je le déteste d'une manière beaucoup plus profonde et politique même presque finalement. Philippe Brun, c'est vraiment le mec qui, c'est l'homme de la trahison du PS, quoi, vraiment. Dès que le PS fait des trucs, on est en mode genre, ah, mais cassez-vous une bonne fois pour toutes. Philippe Brun, il est là en mode genre, ok, c'est à moi de tirer la couverture médiatique. Let's go. Je suis l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Tous les pires moments du PS, Philippe Brun, à chaque fois, c'est l'homme de la situation à ce moment-là. Je le méprise. Voilà. Il y a Gage quand même, oui, c'est vrai, il y a Gage. Mais là, je pensais à... On le voit moins récemment, Gage. On le voit moins récemment. Il y a pire que Valls au PS, mais Nabucco-Dinosaure, Valls n'est plus au PS depuis 2017, Jamy. Depuis 2016, il est plus au PS. Hein. Ça va bientôt faire 10 ans que Valls n'est plus au PS, quand même. Il serait temps de se mettre à jour. Macron, il est plus au PS aussi, mais il vient du PS. Et d'ailleurs, Manuel Valls a rejoint Macron directement. Il a quitté le PS en même temps. Voilà. Ou alors on dit que Macron est au PS. Hein. Moi, ça me va sinon. BFM TV. Oui, donc par contre, elle vient de LR, Maud Brejon. Elle fait partie de ces macronistes issus de LR et pas issus du PS. Voilà. Attal aussi est issu du PS, oui. Agnès Pannier-Runacher aussi, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr. Elisabeth Borne est issue du PS. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a de moins en moins. Hein. En tout cas, tous les gros players macronistes, les plus récents, et c'est plus que ceux qui sont issus de LR là. Ceux issus du PS, ils se font tous discrets parce qu'ils préparent leur reconversion en rejoignant Place Publique. Au fond, la question n'était même Mélenchon aussi, il est issu du PS, tout à fait. Hein. Mélenchon aussi, parlons de Mélenchon alors. Parce que il a quitté en 2008, c'était un peu plus longtemps, hein, Mélenchon. Mais Mélenchon n'est plus au PS aussi, voilà. À toute fin utile pour ceux qui n'ont pas suivi. Celle d'une censure ou pas de censure. Il disait, il y a un calendrier, mardi qui vient, mardi 4 novembre, si la première partie du budget n'a pas été votée, alors pour lui, il était automatique que Sébastien Lecornu démissionnerait. Qui a dit ça? J'ai pas suivi, du coup, je lisais vos commentaires, pardon. Mardi 4 novembre, il disait, il y a BFM TV, qu'au fond, la question n'était pas qui ça? Finance de l'Assemblée et qui censure, je te censure pas. Philippe Brun, qui est aujourd'hui le vice-président de la commission des finances de l'Assemblée et qui est le pilier du Parti socialiste sur les questions budgétaires, me disait hier sur BFM TV qu'au fond, la question n'était même plus celle d'une censure ou pas de censure. Il disait, il y a un calendrier, mardi qui vient, mardi
4 novembre. Si la première partie du budget n'a pas été votée, alors pour lui, il était automatique que Sébastien Lecornu démissionnerait. Parce qu'il Bah là-dessus, il a raison, en vrai. Là-dessus, il a raison, Philippe Brun. Parce qu'effectivement, si la première partie du budget n'a pas été votée, ne passe pas, ça veut dire que ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'ils sont pas réussi à s'accorder. C'est-à-dire que le parlementarisme ressuscité, au final, ça a fait prout. Et que du coup, bah ouais, censure. Là-dessus, il est honnête. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Philippe Brun. Ouais, je suis d'accord avec Philippe Brun, ouais. À pas mettre hors contexte. Hein. Mais là-dessus, oui. Là-dessus, effectivement, je vois ce qu'il veut dire. dit si nous n'avons pas réussi à voter cette première partie du budget, alors ça veut dire qu'on n'arrivera pas à voter ce budget. Et donc, il n'y a pas de sens à rester Premier Contexte. ministre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Attendez, du coup, j'ai pas suivi. Si nous n'avons pas réussi à voter cette première partie du budget, alors ça veut dire qu'on n'arrivera pas à voter ce budget. Et donc, il n'y a pas de sens à rester Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui. Bah là, c'est ce que dit Philippe Brun. Et effectivement, Philippe Brun a raison. Philippe Brun, là-dessus, a totalement raison. Je peux pas lui enlever. Toute la question de savoir est-ce que le PS va voter le budget du coup. Parce que si Philippe Brun il dit ça et qu'à la fin il dit non mais moi je le vote le budget parce qu'en fait il est pourri mais ça va. Moi je trouve qu'il est quand même pas mal. Voilà, c'est ça la seule vraie question. Que va faire le PS et Philippe Brun? Parce que là Philippe Brun quand il dit ça effectivement c'est un constat tout à fait légitime que je partage. Il y a un contraste flagrant entre le temps médiatique et les paroles qu'on peut avoir où on voudrait que tout aille très vite et le temps législatif. Là il y a une première lecture à l'Assemblée nationale. Elle va durer au moins jusqu'à mardi prochain. Elle peut durer plus longtemps, d'ailleurs. Ensuite, le Sénat étudiera ce projet de budget. De là, il y aura... On s'en bat les couilles du Sénat. Stop. Supprimez-moi le Sénat. Le bicaméralisme, c'est de la merde. Il y a des républiques monocamérales, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, avec une seule assemblée. Hein. Il y a des républiques qui fonctionnent très bien avec une seule assemblée. Il n'y a pas de Sénat. Comme... Il y a quoi qui est monocaméraliste? Comme Israël. Très mauvais argument. Très mauvais argument. Je crois qu'il n'y a qu'une chambre. Non, du coup, ça fonctionne pas bien du tout. Mais par contre, vraie mesure de gauche, il y a plein de gens qui sont en mode il faut supprimer le Sénat, ça sert à rien dans la 5ème République. Théoriquement, c'est un contre-pouvoir, mais il faut avouer que ça marche pas très bien. Puis c'est un contre-pouvoir au moins de la bourgeoisie réactionnaire de droite, et dans certains régimes, carrément de la noblesse, hein, comme c'est la Chambre des Lords, la Chambre haute au Royaume-Uni. Supprimer la Chambre des Lords, où c'est des lords dedans, moi je suis républicain, moi je suis du côté du peuple, donc moi je serais plutôt pour, quoi. Voilà. Mais non, très mauvais exemple avec Israël. La Knesset, je crois que oui, c'est une seule chambre, effectivement. C'est un vieux truc napoléonien, voilà, c'est un contre-pouvoir bourgeois, ça dégage le Sénat. Sondage, doit-on supprimer le Sénat en France? Doit-on supprimer le Sénat? Oui. Non, vous avez 1 minute. 1 minute. Si vous n'avez jamais réfléchi à la question, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous votez maintenant en votre âme et conscience. Doit-on supprimer le Sénat? Je parle du contexte français, en France. Est-ce qu'on a supprimé le Sénat? Oh, waouh. Waouh. Ok, on est sur du 87% bien sec, bien serré. Attendez. Oui, laissez-vous le chat. Ah, vous êtes déjà à côté, cela dit. Je suis bête. Double chat. Ah, il faut 80%, ok. 4 Français sur 5, vous êtes la France, hein. Nous sommes les Français. 4 Français sur 5 sont pour supprimer la Chambre haute. C'est fou ça. On est sur un chat de révolution permanente. Ouh, pourquoi? Ah, parce qu'on veut supprimer le Sénat. Bonne chance parce que le Sénat doit voter pour supprimer le Sénat. Ah non, mais ça serait en cas de nouvelle constitution. Faite par le peuple, pour le peuple. Dans un cadre révolutionnaire, bien sûr. Hein. Sans ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Nouvelle constitution, si c'est pour le faire avec tout le monde là actuellement, ça dégage. Faisons une assemblée législative constituante avec le Rassemblement national et Macron. Non, ça me plaît pas. Moi, je veux le faire avec le peuple directement. Oui, 81% des Français, c'est officiel. 4 Français sur 5 sont pour supprimer le Sénat. Bah, qu'est-ce qu'on attend? Let's go. Ah merde, faudrait gagner des mairies avant. Ah, c'est compliqué. Bon. Si LFI rafle tout au municipal, parce qu'en gros les élections sénatoriales c'est les maires en gros qui votent, donc il faut avoir plein de mairies pour avoir plein de sénateurs. C'est pour ça que LR avec leur assise locale à l'échelle municipale historique ils sont majoritaires au Sénat. Donc si LFI gagne quasiment toutes les villes de France et majorité absolue au Sénat, là on pourrait éventuellement aller vers une suppression du Sénat dans un cadre d'assemblée constituante, enfin de constituant quoi en tout cas. Tu veux que je ferme la fenêtre? Attendez, je ferme la fenêtre, j'arrive. Ouais, j'arrive tout de suite.
C'est le bordel en tout cas ce React. Je suis content. Parce que là, dernièrement, j'étais en mode putain, depuis que je mets les replays sur YouTube, j'espère ne pas m'être aseptisé. J'ai l'impression que mes Reacts sont un peu plus cadrés, un peu plus capsuleurs. C'est moins, on rigole moins qu'il y a 2 mois. Et là, non, ça part dans tous les sens, c'est très bien. Là, c'est pas de la capsule, on est bel et bien sur du Twitch. Je suis content. Bon, en tout cas, les 80% qui ont voté pour la suppression du Sénat, du coup, vous êtes pour une république à une seule chambre comme Israël, c'est ça? Je vous trouve un peu sioniste. Hein. À ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire un organe qui plaisante, réunit bien sûr, des je plaisante. sénateurs et des députés. Peut-être qu'elle sera conclusive, peut-être pas. Et si ça ne l'est pas, il y aura une seconde lecture, encore une fois, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce que je veux vous dire et ce que je veux dire à vos téléspectateurs, c'est qu'en fait, on a une dizaine de semaines devant nous. Ça va prendre du temps, ça va être exigeant, parfois ce sera tendu. Mais on aura un budget. Il faut prendre ce temps et il faudra Et on aura un budget. il faudra qu'on ait un budget. Là, pour le coup, elle peut pas répondre, Maud Brejon. Je suis en train de prendre la défense de Maud Brejon, quoi, tellement elle est nulle, Apolline de Malherbe. On aura un budget si le budget est voté. Sinon, on n'aura pas de budget. Ça dépend de qui vote quoi à la fin. Personne ne peut le prédire, ça. Même pas Maud Brejon. En qualité de porte-parole du gouvernement, elle ne peut même pas répondre oui ou non, quoi. Au 31 décembre. C'est absolument majeur. Donc, si toutefois cette première étape vous laissez déjà entendre que vous aurez beaucoup de mal à obtenir un budget, aucune conséquence ne sera décidée à ce moment-là. C'est évidemment un processus Vous qui est connaissez extrêmement également difficile, le calendrier de la Constitution qui fait que s'il devait y avoir dissolution, ce sera très compliqué de le faire après le 15 novembre. Personne ne dit que c'est facile. Nous, on est au travail pour essayer de faciliter les échanges à l'Assemblée nationale. Il y a la question les débats. du calendrier et puis il y a la question du déni d'une forme de réalité. Voudriez-vous qu'on se projette dans une dissolution, dans une censure de gouvernement, alors qu'on est en ce moment même en train de discuter de sujets aussi importants que la CVAE, notamment pour les petites entreprises. La CVE, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Demain, l'année blanche sur un certain nombre de prestations sociales. L'année blanche, c'est désindexer de l'inflation la dépense publique et ainsi réduire le budget de tous les ministères. Voilà. C'est ça qui intéresse les gens, pas de se perdre. Ça intéresse pas les gens tant que ça. En conjecture sur ce qui arriverait avec des mets et des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Hein. La question de la santé, parce qu'il devait y avoir notamment, et ça faisait partie de vos propositions, enfin propositions émergentes du gouvernement, Maud Brejon, une surtaxe sur les mutuelles. Ça a finalement sauté, si je comprends bien. Encore une fois, c'est presque on vit au jour le jour et heure par heure. Ça veut dire que, contre votre avis, les tarifs des mutuelles ne devraient pas évoluer. C'est quand même très important pour tous ceux qui nous écoutent. Alors là, je vais faire le journaliste. Apolline de Malherbe a dit un truc et je me suis reconnu dans ce qu'elle a dit. C'est là qu'on voit que streamer actualité, c'est un peu journaliste. Hein. On est là en mode genre contre les chiens de garde des médias dominants et on réfléchit un peu comme Apolline de Malherbe aussi. Parce que moi j'ai remarqué qu'effectivement, depuis la première démission de Le Cornu, pour préparer tout ce qui est un petit peu les sujets de discussion budgétaire, censure ou pas censure, de toute la vie parlementaire, c'est vraiment du jour le jour. Et moi je vois que c'est un peu galère parfois pour préparer mes lives. Ça peut un peu partir dans tous les sens. Me trouver un sujet pour essayer de parler un peu de tout ce qui s'est passé. Les trucs évoluent très très vite. Et moi j'ai remarqué dans mon travail, ça un peu. Effectivement, je vois qu'on est jour de jour, voire même heure par heure. Effectivement, c'est vrai. Tout ça pour dire que, streamer, c'est un peu. Les streamers, c'est un peu des Apolline de Malherbe mentaux, moi, je trouve. Voilà. Hot take. Hot take, streamer politique, on est un peu des Apolline de Malherbe mentaux. Voilà. Ou alors c'est juste moi, je sais pas. C'est très important. Il y avait un premier projet. On savait que certaines choses seraient modifiées par l'Assemblée nationale et encore une fois, c'est légitime. Moi, ce que je veux vous dire sur ce budget de la sécurité sociale, c'est qu'il comporte une hausse de 5... Non, mais boutiquier, non, mais la critique, les streamers sont des boutiquiers, on l'a exploré en long, large et en travers, c'est fini ça, nouvelle méta. Maintenant, la méta, c'est les streamers sont des journalopes. Ça va être ça la prochaine critique qui va émerger. La prochaine parole critique sur Twitch, là, on a fait le tour. Oui, les streamers sont des boutiquiers, mais on peut être des boutiquiers et des journalopes, peut-être. Je pense que c'est le prochain débat qui va émailler notre milieu. Mettez-vous à jour, là, c'est fini, là. Boutiquier, pas boutiquier, ça c'est... On est en août 2025 ou quoi? On en a rien à foutre. Maintenant, c'est les streamers sont-ils des journalopes? Voilà. Milliards d'euros. Pourquoi je vous dis ça? Le pire des deux mondes, exactement, le pire des deux mondes. Milliards d'euros qui seront sur les deux sont pas incompatibles. C'est justement là où je veux en venir. Les deux sont pas incompatibles. Ou alors je suis juste en train de projeter mes angoisses sur le reste du monde et c'est juste moi qui suis un boutiquier journalope. Ouais, un peu, ouais. Oui, un peu, ouais. C'est légitime. Moi, ce que je veux vous dire sur ce budget de la sécurité sociale, c'est qu'il comporte une hausse de 5 milliards d'euros. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire une hausse de 5 milliards d'euros qui seront sur le coût des médicaments, le non-remboursement, la question aussi des franchises. Une hausse de dépenses.
une hausse de dépenses de 5 milliards d'euros. On va dépenser en 2026 5 milliards d'euros de plus pour l'assurance maladie que ce qu'on a fait. 5 milliards de plus, 5 milliards de plus. Mais avec beaucoup de points qui vont être sur le dos quand même d'un certain nombre de malades. Mais 5 milliards de plus que ce qu'on a dépensé cette année, ce n'est pas un budget de régression sanitaire. Inflation ? Pour l'interrogation. Moi, j'en ai marre de faire des belles phrases. Inflation ? Moi, j'aimerais savoir de combien est le budget. T'ajoutes le pourcentage d'inflation de 2025 au budget. T'appliques ça à la somme totale d'argent dépensé pour le budget des soins. Est-ce que ça fait 5 milliards ? 1,2% d'inflation ? C'est combien le budget total ? Est-ce que 1,2% de la somme dont on parle, ça fait à peu près 5 milliards ? Non, ça ferait 500 milliards, donc non. Ok, bon, je sais pas. Mais est-ce que ça veut dire que Prennent pas en compte le vieillissement, contrairement à quand il parle de la retraite. Bah ouais, il y a le vieillissement de la population, il y a l'inflation qui fait que oui, le budget en valeur absolue peut augmenter un tout petit peu. C'est pas forcément incompatible par ailleurs quand on regarde tout le budget de la Sécu et tout le budget des dépenses publiques de l'État et des collectivités territoriales. Tu peux très bien avoir une hausse de 5 milliards là qu'elle est en train de nous brandir à la face, tout en ayant un budget austéritaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça serait un peu comme dire, c'est pas un budget austéritaire, on a augmenté le budget de l'armée. Oui, bah tu peux faire un budget ultra austéritaire. Et tu baisses tout drastiquement, sauf l'armée où là, t'augmentes la dépense. Enfin, c'est un faux argument, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est gratuite pour tous, c'est fini. Alors, prenons un exemple, les franchises médicales. La participation qu'on demande aux Français quand vous allez acheter un médicament ou quand vous allez chez le médecin. Je l'ai payé hier, ça. J'avais un début de carie sur la dent de sagesse ici. C'était la première fois que j'ai une carie de toute ma vie. J'avais jamais eu de carie. Et du coup, voilà. J'ai payé une petite franchise. Voilà. Pose effectivement un doublement de cette franchise, de cette participation pour certains Français. En parallèle, je pense que beaucoup de gens l'ignorent, il y a 18 millions de Français qui sont totalement exonérés de franchise. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit en fait peut-être que vous et moi, Apolline de Malherbe, et qu'un certain nombre de Français, au regard de ce qu'est le déficit de l'assurance maladie, 25 milliards d'euros cette année, 40 milliards en 2030 si on ne fait rien, eh bien peut-être que nous, on a les moyens de payer un peu plus. À l'inverse, les 18 millions de Français qui sont complètement protégés aujourd'hui, peut-être faut-il qu'il y en ait encore davantage. Et peut-être donc ça veut dire qu'il y aura une sorte de santé à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens paieront la santé, ceux qui n'en ont pas les moyens paieront moins. Mais est-ce qu'on va vers ça ? On va vers ça ? Est-ce que c'est si problématique si on va vers ça ? Genre les riches en mode, bah vous payez une grosse franchise, les riches, et les pauvres, par contre, vous payez pas de franchise. Ça serait ça l'idée ? Parce que le truc, c'est que sur le volet dépenses, on peut se dire, cool, ça fait que les riches, ils payent plus cher que les pauvres. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, les riches, ils vont moins cotiser que les pauvres. Et en fait, ils vont plus passer par la Sécu, ils vont arrêter de cotiser. Et du coup, la Sécu, ça sera uniquement pour les pauvres avec le budget de la taxation des pauvres. Donc ça fera pas des masses d'argent et surtout, c'est les pauvres qui payeront pour eux-mêmes. Aucune logique de solidarité nationale. Tandis que les riches, ils seront à payer pour eux-mêmes des trucs privés de bonne qualité. Voilà, c'est un doigt dans l'engrenage de supprimer la sécurité sociale. Parce que normalement, oui, les riches, effectivement, et ça peut presque être un peu rageant, quelqu'un qui a largement les moyens de se faire soigner, même s'il n'y avait pas de sécu, un multimillionnaire, il se fait rembourser ses soins et c'est Nicolas qui paye. C'est le contribuable qui paye. On pourrait se dire, putain, mais c'est une dinguerie ça quand même, d'où on rembourse le soin des riches. Mais en fait, on rembourse le soin des riches parce qu'on rembourse aussi le soin des pauvres. Et ce qui permet de dire aux riches, tu profites, mais du coup, tu cotises. Par contre, on te fait cotiser plus. Donc, payer les riches avec l'argent du contribuable, alors qu'ils auraient les moyens de le faire sans, c'est une manière de faire participer les riches à ce système qui fait que, au final, il y a une solidarité et tout le monde peut en profiter, quoi. Voilà. Sachant que les riches payent plus que les pauvres proportionnellement si on a une progressivité dans l'impôt. Donc c'est pour ça, en fait. Il n'y a pas d'impasse à faire en se disant « Ah, mais les riches, c'est bon, vous devez payer plus que nous ». Quand on parle d'un truc comme la sécurité sociale, qui est parfois qualifié de déjà la communiste, n'est-ce pas ? Où au final, c'est de la mutualisation du revenu des Français pour un truc qui profite à tout le monde. C'est un peu ce vieux principe de Marx, de chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens. Et ben en fait, si tu commences à dire « Ouais, non, mais les riches, en fait, vous pourriez moins profiter de la sécu puisque vous êtes riches », c'est de la pure démagogie et surtout ça s'éloigne de ce principe de solidarité nationale, ce principe d'équité et voilà quoi. Et donc en fait, si t'es communiste, en tout cas si tu veux un monde plus juste et plus équitable, et ben ce monde plus juste et plus équitable, c'est un peu paradoxal, mais tu le veux aussi pour des gens qu'on n'a pas tant besoin que ça, des gens qui sont un peu riches, voilà. Après dans un monde communiste total, au final, tout le monde profite et tout le monde est à égalité, vous voyez. Mais il y a ce truc là un peu contre-intuitif de dire bah ouais.
Quand tu te bats pour la sécu, parce que la sécu est le patrimoine des plus pauvres dans ce pays, tu te bats aussi pour que des riches pétés d'oseille qui essayent de payer le moins d'impôts possible puissent continuer à en profiter. Voilà. Mais il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'arbitrage à faire. Il n'y a pas de compromis à faire avec nos principes. Voilà. Donc la sécu, c'est aussi pour les riches. C'est comme ça. C'est ça la gauche. Déjà le cas aujourd'hui quand je vous dis que 18 millions de personnes sont complètement exonérées et peut-être qu'il y a des populations qu'il faut davantage protéger. Donc on est prêt à réfléchir, mais vous voyez, il y aurait quelque chose Mais est-ce d'assez que vous vous dites étonnant. pas, c'est toujours les mêmes? C'est-à-dire, j'ai eu ce matin le témoignage sur RMC d'une auditrice, elle s'appelle Véronique, elle vit dans l'Ain, elle n'arrive plus à payer ses factures d'électricité comme un tiers des Français. Les chiffres ce matin du régulateur de l'énergie le montrent, ce sont un tiers des Français qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Elle a J'ai une solution toute simple, moi. Pour augmenter les salaires. On augmente les salaires. Comme ça, les boîtes qui se font plein de bénéfices, elles perdent un peu de bénéfices. Et ça permet à Marie-Christine dans l'Aude, à Karine, aide-soignante, à flic secours, de pouvoir payer ses factures sans être pauvre, quoi. Ou baisser les loyers, ouais. Baisser les loyers, ça peut être très bien aussi, ouais. Il y a plein de solutions toutes simples. Mais en fait, il ne faut pas demander à l'État. Ça ne peut pas passer par l'argent public. Il faut demander à la sphère privée de réduire ses marges, en fait. Et ça, les macronistes, ils le feront jamais. Et Apolline de Malherbe ne posera jamais la question comme ça. Moi, genre, quoi? Demander à des boîtes d'augmenter les salaires? Mais nos pauvres entrepreneurs, vous êtes fous, quoi? Quoi? Demander aux propriétaires immobiliers de baisser les loyers? Mais ils remboursent des prêts à la banque. Ils ne peuvent pas. Ils ont travaillé toute leur vie. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous voyez? tout réduit. Elle vit à 16 degrés maximum dans une seule des pièces, les autres, elle ne les chauffe même plus. Et pourtant, elle a un travail. Elle est enseignante dans une auto-école. Elle gagne 1 500 € par mois et elle ne s'en sort pas. Elle a parfois jusqu'à... Il lui reste 150 € à la fin du mois pour réussir. Elle gagne 1 600 € par mois. Elle s'en sort pas. À la fin du mois, parfois, il lui reste seulement 100 € pour réussir. Vraiment, tu mets Nia Ruffin qui lit la phrase d'Apolline de Malherbe, c'est exactement la même chose. Hein. À manger. Comment est-ce que c'est possible que vous vous disiez, elle travaille, donc elle paye la sécu, et elle va devoir quand même, elle, faire partie de ces Français qui vont payer un peu plus ses médicaments? Mais c'est ces gens-là qu'il faut protéger. Bah là, oui, elle a raison. Apolline de Malherbe a raison. Elle a raison. Apolline de Mais Malherbe. aujourd'hui, elle l'est pas. Et quand je vous dis qu'on est prêt à réfléchir, à élargir je vous parle de gens qui bossent. le nombre de personnes. Je parle de gens qui devraient être, qui sont censés gagner leur vie. Et on en a bien conscience. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est prêt à réfléchir à comment élargir cette protection et que toutes les discussions qu'on a eues en ce moment à l'Assemblée nationale, elles visent à protéger notamment les personnes dont on parle là. Vous savez, j'entendais Olivier Faure qui disait l'autre jour, nous on veut pas taxer les riches pour taxer les riches, mais on veut essayer de protéger tant que possible les Français les plus modestes. Bon, ça vous pourriez dire la même chose. J'imagine, personne ne va dire l'inverse. Et on est tous d'accord là-dessus. Donc sans faire fi du contexte budgétaire qui est extrêmement contraint, on essaie tous de travailler avec bonne foi à faire en sorte que les Français qui travaillent ne paient pas davantage l'année prochaine. Maud Bréjon, il y a eu 50 000 voyageurs. Bla 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 bla. Alors là, c'est vraiment du blabla. Hein. Les Français qui travaillent, ils seront pas impactés, vous inquiétez pas. Hein. Oui, ça veut rien dire déjà les Français qui travaillent. Oh, à ce moment-là, les Français qui travaillent, les Français en recherche d'emploi, les Français qui sont au chômage ou au RSA parce qu'il n'y a pas assez d'emploi pour tout le monde, eux par contre, on pourrait les laisser mourir. Déjà, il y a ça un petit peu en creux qu'elle est en train de dire. Et voilà, là, ça brasse du vent. Elle est en mode genre, mais non, mais ça serait comme si elle disait, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous en prendre aux classes moyennes. D'accord, c'est la phrase. Aucun politicien, aucun pays du monde va prononcer la phrase, nous allons nous en prendre aux classes moyennes. Donc quand elle dit ça, elle veut rien dire. C'est vraiment parler pour rien dire. Hein. SNCF hier qui se sont retrouvés dans une galère insupportable et semble-t-il, il s'agirait d'actes... Bonjour, c'est pas un jeu Mario, c'est une licence. Il y en a plein de jeux Mario. Je le suis maintenant, lui, Xabab. Je le suis sur Instagram. Au final, j'aime bien. C'est un peu le Antoine Goya du jeu vidéo. Mais il devrait parler plus comme Antoine Goya. Il devrait dire Mario n'est pas un jeu. Bon, bref. Au minimum malveillant, voire même d'une forme de sabotage. J'ai pas suivi la question là, je commence à décrocher. Pareil. Fin de live là, je commence à décrocher. Hein. Tu détestes Xabab? Oui, mais tu détestes et bientôt tu l'adoreras. Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode genre, j'étais choqué. J'étais en mode ce gars est détestable. Et en fait, maintenant, j'ai vu que c'était un personnage. Je sais pas, j'ai un peu de sympathie pour lui. Mais oui, c'est Régé Gorilla de Wish, tout à fait. Mais je sais pas, j'aime un peu bien. C'est Régé le Gorilla version Choufin Max, quoi. Bref. Qui se sont retrouvés dans une galère. Ah, mais c'est quoi cette histoire de SNCF? Du coup, j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à suivre. Oh là là.
Bon, j'espère qu'au moins j'ai détruit les arguments de Maud Brejon, hein, parce que là, franchement, je trouve que le React est pas d'une qualité intellectuelle exceptionnelle, même si on rigole bien. Bon, bref. Travail ne paie pas davantage l'année prochaine. Oui, Maud donc. Bréjon, il y a eu 50 000 voyageurs SNCF hier qui se sont retrouvés dans une galère insupportable. Et semble-t-il, il s'agirait d'actes au minimum malveillants, voire même d'une forme de sabotage. Et par ailleurs aussi de la question du vol de câbles en cuivre. Le ministre des Transports a reconnu une forme de vulnérabilité du réseau. Est-ce qu'on peut se contenter de cette réponse ? Mais c'est absolument insupportable. Je voyais, moi, le chiffre de 70 000 voyageurs impactés, des gens qui partaient en vacances, on est la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, ou qui en revenaient, ce genre de Mais situation. attends. Ils sont en train de chier là sur les voyageurs coincés, et c'est même pas parce qu'il y a une grève de la SNCF. C'est fou ça. Depuis que je suis la politique, une fois par an minimum, j'ai le discours de ils prennent en otage les vacanciers, regardez la SNCF va encore faire grève. Là, c'est peut-être la première fois de ma vie que je vois des droitards chier sur la SNCF et sur le fait qu'il y ait des voyageurs bloqués. Et c'est même pas pour taper sur les syndicalistes cheminots, les cheminots syndicalistes. Mais il s'est passé quoi? Ouais, il y a eu du sabotage. Il s'est passé quoi en vrai? J'ai pas suivi. Attentat de gauche, ça arrive dans 5 minutes? Ah, on va voir. En vrai, je pense pas. Et absolument inadmissible. Et moi, j'ai toute confiance dans nos services de gendarmerie qui ont été saisis de l'enquête pour que les personnes qui sont responsables de ces actes de vandalisme soient retrouvées et qu'elles puissent être jugées. Il faudra qu'il y ait une réponse pénale, évidemment, à la hauteur. Je voudrais quand même dire que... Vous pouvez les mettre dans la prison de la santé, par exemple, au quartier VIP, avec 2 gardes armés devant leur porte. Ça serait une peine exemplaire, je trouve. Sur ce genre d'enquête, on a des résultats. Il y a eu peut-être que vous vous en souvenez sur la ligne sud-est en Saône-et-Loire, des vols de câbles il y a quelque temps qui avaient causé... Le procès a lieu. Qui avait causé de graves retards. Mais c'est ça, c'est juste du vol. C'est juste des gens qui volent des câbles en cuir pour les revendre parce que c'est du cuivre, quoi. Ouais, c'est juste du vol de cuivre. Ok. Ou c'est pas du vandalisme. C'est pas des gens qui font ça pour que les voyageurs soient coincés ou quoi. Ok. Les interpellations ont eu lieu, le procès a lieu, et donc ça prouve bien que nos services d'enquête sont efficaces et qu'ils avancent. Et enfin, je voudrais quand même terminer en remerciant les équipes. C'est un coup des Russes. Ils ont accusé l'ultra-gauche. C'est vrai? Vous avez des trucs pour ça? Si vous avez un extrait de quelqu'un qui accuse l'ultra-gauche pour ses vols de cuivre, je suis chaud. Ou les Russes aussi, si vous avez un extrait de quelqu'un qui accuse les Russes. Ça m'intéresse. De SNCF Réseau, qui ont fait un travail absolument remarquable face à l'ampleur des dégâts qui ont été causés hier. Ce matin, le trafic a repris de façon... Attends, une nouvelle théorie du complot. Vous savez qui est le nouveau patron de la SNCF? Vous avez suivi? Il y a un nouveau patron de la SNCF, vous le connaissez? Avant, il était à la RATP, là, ils l'ont mis à la SNCF. Genre juste avant les vols de cuivre, le grand sabotage et les 70 000 millions de voyageurs coincés sur des lignes. C'est Jean Castex, tout à fait. Jean Castex en personne. Drôle de hasard, ce sabotage de ligne, juste quand Jean Castex arrive à la tête de la SNCF. Donc soit c'est des gens qui détestent Jean Castex qui ont fait des attentats, soit la vérité est beaucoup plus complexe. Ça pourrait être par exemple Jean Castex qui commandite du vol de cuivre. En vérité, qui commandite des sabotages à des agents russes, par exemple, mais ça pas forcément des Russes, pour derrière montrer qu'il a extrêmement bien géré cette crise et montrer que c'est vraiment le meilleur directeur de la SNCF qu'il y a eu depuis bien, bien longtemps. Voilà. Moi, c'est ma théorie. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ma théorie. Quasi normal. Et donc, on peut vraiment les remercier. C'est un travail de grande rapidité. N'oubliez pas, il a été proposé, mais c'est pas Jean Castex? Sérieux? Il n'est pas directeur de la SNCF? Ok, nouvelle théorie du complot. Vous savez qui était censé être directeur de la SNCF et qui au final a été refusé? Jean Castex. Bizarre ce sabotage contre la SNCF qui arrive juste après la non-nomination de Jean Castex à la tête de la SNCF. C'est juste une théorie, vous en faites ce que vous voulez. T'es là, gros bignol? Ça ferait un bon TikTok, ça, non? En vrai, c'est drôle. Il est marrant, ce passage. Non? De grande qualité dont on peut être fier. Maud Bréjon, vous êtes plutôt Bournazel ou Dati? Vous savez, moi, je suis porte-parole du gouvernement et je n'ai pas à m'exprimer. C'est qui Bournazel? Vous connaissez Bournazel? C'est quoi? C'est le rival de Rachida Dati à la mairie de Paris? C'est le candidat macroniste à la mairie de Paris?
Directrice du Louvre? J'ai pas la ref. C'est bien Castex? Non, Jean Castex a été validé. Ok. C'est le candidat Horizon? Je comprends rien. Aujourd'hui, sur des affaires de parti dans une ville dans laquelle je ne vis pas. Voilà, Vous êtes quand même aussi très engagé sur les questions politiques et on voit bien que c'est en ce moment même que se jouent les choix de qui pour porter les couleurs Renaissance aux élections municipales. Le choix de Pierre-Yves Bournazel semble être celui qui serait acté par votre parti. Pierre-Yves Bournazel. Quelqu'un le connaissait avant les municipales? Quelqu'un dans le chat, vous voyez déjà qui c'était, Pierre-Yves Bournazel ou pas? Candidat Horizon à la mairie de Paris. Ah, franchement, là, ils sortent les fonds de tiroir, hein, la Macronie. À une époque, pour la ville de Paris, c'était en mode genre, ouais, on met notre ministre star. Comment il s'appelait déjà? C'est pas Gabriel Attal, c'était quoi son nom? Benjamin Griveaux. C'est notre ministre star, Benjamin Griveaux. On l'envoie à la mairie de Paris, il va tout rafler sa mère. Bon, après, il y a eu Cédric Villani, le dissident. Même, il y avait des dissidents macronistes qui voulaient y aller et prendre eux-mêmes la tête de Paris en tant que dissidents macronistes. Il se passait des trucs. Là, c'est en mode genre, bon, on envoie qui pour Paris, là? De toute façon, c'est perdu. Vous mettez Pierre-Yves Bournazel, là, ouais, mettez-le, je m'en bats les couilles, vas-y, allez, mettez le candidat. Maintenant, c'est ça, quoi. Oh, la déchéance de la Macronie. Hein. C'est très, très dur. Hein. C'est très, très dur. Dati, c'est votre collègue dans le gouvernement, on fait comment ça? C'est un gars de Paris depuis longtemps. Ouais, il est pas très connu, quand même. Hein. Il est pas très connu. Hein. On verra ce que dira Renaissance. Et moi, encore une fois, à la position qui est la mienne, je n'ai pas à m'immiscer dans les affaires partisanes. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que j'espère que le moment venu, je ne sais pas quand, nous arriverons à nous unir parce que Paris, c'est important, parce que l'avenir de Paris nous oblige. Et donc, j'espère que à un moment ou à un autre, l'union arrivera à se faire. Mais on arrive à cette même question. L'union entre qui? Attends, elle appelle l'union entre qui? Elle appelle l'union entre les macronistes et LR? Pour la mairie de Paris? C'est une unioniste du centre? Attends, bah, il y a les unionistes de gauche, les unionistes de droite, en mode Zemmour qui veut l'union entre le RN et les Républicains. Et maintenant, il y a les unionistes du centre qui veulent l'union entre LR et la Macronie. Je vous posais tout à l'heure et dont j'ai pas vraiment compris la réponse, qui est, c'est quoi le socle commun? Moi, ma conviction, ça a toujours été que aujourd'hui, comme demain, pour faire un budget, comme pour les prochaines grandes échéances, l'union de la droite et du centre. Voilà, c'était le sens des choses. Ce qu'on a construit c'est en train de devenir surtout l'union du centre et du Parti socialiste. Ce qu'on a construit avec ce socle commun, qui a été réalisé par Michel Barnier, poursuivi par François Bayrou, encore aujourd'hui avec Sébastien. Je termine avec Sébastien Lecornu, avec des députés LR qui ont refusé de censurer le gouvernement, avec des ministres LR qui ont accepté de l'intégrer. Ça a du sens. Oui, mais Maud Bréjon, il y a quand même des moments, j'imagine. Bon, moi je pense qu'il n'y a plus de socle commun. Maintenant, il y a une plateforme de stabilité. Comme l'a dit notre Premier ministre Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, tout le monde était en mode genre, ouais, il va démissionner dans 1 heure. Lol, vous avez vu, il est resté 14 ans au gouvernement. Il va rester combien de temps pour le deuxième? Il va rester 2 jours. Lol. Et personne n'a écouté vraiment ce que profondément Sébastien Lecornu avait à dire. Il a dit, nous avons dans la marge de manœuvre pour une plateforme de stabilité. Tout le monde lui a rionné. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont une plateforme de stabilité finalement avec le PS. Est-ce que c'est pas Sébastien Lecornu qui avait raison depuis le début? Hot take. Est-ce que c'est pas Sébastien Lecornu qui avait raison depuis le début? Je ne fais que poser des questions. Ah. J'arrive plus à prendre sérieusement cette interview. Là, je suis en full one-man show. Hein. Là, je suis en full clown. Généralement, quand je stream, je suis dans un spectre entre le clown et le journaliste, on va dire. Voilà. Et souvent, j'essaie d'être dans un sweet spot entre les deux. Voilà. Essayer d'être un peu intéressant, dire des choses un peu intelligentes, essayer d'être un peu, voilà quoi, avoir des analyses et tout, machin. Et à côté, j'essaye d'être divertissant, parce qu'on est sur Twitch, c'est bien. Et du coup, là, dans le spectre clown-journaliste, là, je suis tout à droite. Là, je suis clown, 100%. Il y a des lives comme ça. Pourquoi ce son sur la scène Hot Take? Parce que c'est l'instru de Temperature de Sean Paul. Tu reconnais pas? Donc du coup, température, hot take, avis brûlant. Voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça. Une bonne idée de faire ça. Allez, le react est quasiment fini. Il nous reste encore à peu près 30 secondes, 43 secondes pour être précis. Donc on y va.
où vous êtes prise de vertige, où vous vous dites, moi je suis rentrée en politique, j'ai défendu le macronisme et je me retrouve porte-parole d'un gouvernement où je suis obligée de défendre des points, la suspension de la réforme des retraites, peut-être demain, en tout cas cette nuit déjà, une surtaxe d'un certain nombre d'entreprises. C'est l'inverse de ce pourquoi vous vous êtes engagée. D'abord, la politique, c'est pas toujours simple. Et ensuite, je n'ai pas retourné ma veste. Moi, mes convictions sur la réforme des retraites, elles sont connues. Les convictions de Sébastien Lecornu sur la réforme des retraites, elles sont connues. Mais on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé ces 3 dernières semaines. On ne peut pas faire comme si le résultat des dernières législatives n'existait pas. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait pendant 1 an et demi. Hein. Ils ont fait littéralement ça pendant 1 an et demi. C'était en mode genre, la gauche arrive en tête aux législatives. Je m'en bats les couilles. Ils ont pas de majorité absolue en fait. Donc on va continuer à gouverner par 49-3. On peut pas faire semblant. Ah bon? Ah bah c'est nouveau ça. Jusque-là, c'est exactement ce que vous faites. Hein. C'est exactement ce que vous faites. Il aura fallu 1 an, putain. 1 an et demi. 1 an et demi. Merci Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47. Eh bah. Alors moi j'ai une dernière question, genre avant de passer au sujet suivant. Est-ce qu'on fait le sujet suivant ou je garde pour plus tard, 14h30? On verra. Moi, je suis rigolard, je pense qu'on va faire le sujet suivant. Je trouve que j'ai pas été très bon intellectuellement sur ce React, c'était plus du franc divertissement. Est-ce que vous pensez que le nom de la VOD, je peux quand même l'appeler Je détruis Maud Bréjon qui dit n'importe quoi sur BFM TV? Vous pensez que je le mérite de pouvoir dire ça? Ou là vraiment c'était trop clownesque et du coup on peut pas dire que j'ai détruit ses arguments. Est-ce que je peux mettre un titre un peu à la David Guiraud? Je fais bégayer ce macroniste. Non, j'ai pas le droit pour toi Hugo Link? Je le mérite pas? Un autre titre? Non? Abstiens-toi? Non? Bof. Atterré par les macronistes. Non, un truc en mode on se marre sur elle. Oui, ça va être ça. Ça va être ça. C'était pour rigoler. C'était pour faire une ref à David Guiraud. Un jour, je le ferai. Un jour vraiment, il y aura une VOD. Ça sera en mode Bardella. Il y a écrit genre je détruis méthodiquement les arguments de ce Neuil. Ça sera ça, quoi. Un jour, on le fera, le gros clickbait un peu comme as. J'ai pas encore trop osé sur les React, mais je le ferai pas pour celui-là, quoi. Tu peux dire Maud Bréjon nous fait encore perdre 1 heure. C'est bien ça, bon titre. Bon titre. Bah ça, c'est le titre de cette VOD, je pense. Et du coup, si vous regardez la VOD et que vous avez passé un bon moment, vous avez été jusqu'au bout, j'espère au moins que vous avez rigolé, abonnez-vous maintenant.